Bonjour et bienvenue sur cette capsule vers le mieux-être. Je m'appelle Jean-Pierre Pérouma et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Sophie Beaulieu. Bonjour. Bonjour. Sophie, vous êtes physiothérapeute spécialisée dans la rééducation périnéenne et pelvienne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu quel est le cursus pour une physiothérapeute spécialisée dans ce domaine? Premièrement, on doit faire notre bac et maîtrise en physiothérapie, donc de base. Et ensuite, je suis allée chercher un micro-programme de deuxième cycle à l'Université de Montréal, vraiment pour aller chercher une expertise en rééducation périnéale et pelvienne, donc d'une durée d'environ 2 ans et demi suite à mes études de physiothérapeute. Parfait. Et puis vous me disiez tout à l'heure que le plancher pelvien, c'est comme le plancher d'une maison. Qu'est-ce que c'est que cette maison et ce plancher pelvien? Le plancher pelvien, bien, c'est un groupe de muscles qui part vraiment à la base de notre pubis, juste en avant de notre bassin, et qui va se terminer jusqu'à notre coccyx en arrière. Donc, il fait vraiment un plancher dans notre bassin. Puis, comme que vous voyez sur la diapositive, le plancher, c'est notre plancher de notre maison. Ça se coordonne avec tout le reste de notre maison. Le toit de notre maison, c'est le diaphragme, le muscle de la respiration. Et les murs du plancher, de notre maison, c'est le transverse de l'abdomen, qui est le muscle plus profond au niveau des abdominaux et des petits muscles en arrière dans notre dos, les multifida. Donc, la rééducation périnéale adresse toutes les problématiques reliées à notre plancher pelvien. Il y a plusieurs fonctions, ce muscle, entre autres la continence urinaire et la continence fécale. Également au niveau du support des organes pelviens, donc la vessie, l'utérus chez la femme et le rectum. Également au niveau de la stabilité de toute notre colonne lombaire, de notre bassin, vu que c'est la base de notre maison. Puis une partie niveau fonction sexuelle, donc chez l'homme, plus par rapport à l'érection au niveau du pénis. Justement, on parlera dans cette capsule plus spécifiquement des hommes. Oui. Est-ce qu'il y a des spécificités justement pour le plancher pelvien et les hommes? Puis comment ça fonctionne? Oui, bien on voit avec la prochaine diapositive, encore là, la disposition au niveau de notre plancher pelvien. Puis on voit aussi que le plancher pelvien va vraiment à la base du pénis et couvre vraiment toute la région au niveau anal également et se termine sur notre coccyx. Donc, on voit vraiment la fonction au niveau de la continence anale et aussi au niveau des piliers du pénis pour l'érection également et par le fait même le support des organes, là. Et quand on parle de rééducation, alors je vais le reprendre, pelvienne et périnéale, pour les hommes, ça consiste en quoi? Ça dépend de la problématique. Qu'est-ce qu'on voit souvent en clinique? C'est relié au cancer de la prostate, soit par post-intervention au niveau de le retrait de la prostate. Également, on peut voir aussi les hommes avec la curithérapie ou la radiothérapie qui peut avoir eu un impact là, au niveau des tissus, puis rendre un petit peu une irritation à ce niveau-là. Donc, on va adresser toutes les problématiques reliées ou en conséquence de la problématique du cancer de la prostate. Souvent, les impacts que l'on voit, c'est entre autres l'incontinence urinaire, surtout de type effort. Donc, quand il y a trop de pression, disons, dans notre maison, puis la valve qui est le plancher pelvien n'est pas assez efficace, mais là vient à s'écouler quelques gouttes d'urine. Donc, on vient traiter cette problématique-là en renforçant, entre autres, notre plancher pelvien ou en le coordonnant avec le reste de notre maison aussi. Fait que ça, c'est un des impacts qu'on peut avoir suite à une intervention. On peut avoir aussi des urgences mictionnelles. Donc, rapidement, on sent une envie d'urine. On voit plus ça avec des traitements de radiothérapie ou de curithérapie. Également, on peut adresser tout ce qui est gouttes retardataires, donc des petites gouttes qui s'échappent suite à une miction. On peut donner beaucoup d'enseignements reliés à ça. Et j'ai l'impression qu'on parle là plus de la fonction urinaire, mais Ouais. est-ce que ça a aussi des incidences sur la fonction pour aller à la selle? Je ne sais plus comment on appelle cette fonction-là. Oui, bien, c'est souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est des problématiques un peu plus urinaires
à cause que, exemple, le retrait de la prostate vient de couper une certaine partie de l'urètre et enlève le sphincter interne de l'urètre. Qu'on n'a pas de contrôle volontaire sur ce sphincter-là, mais contribue à la continence. Donc, quand on retire la prostate, on augmente un peu le risque de fuite à cause qu'il nous reste juste le sphincter externe qui constitue notre plancher pelvien en partie. Au niveau anal, un petit peu plus, ou au niveau des selles, tout ça, on a moins de problématiques, sauf si vraiment on note une bonne faiblesse du plancher pelvien, mais en faisant une bonne rééducation périnéale, en renforçant ce muscle-là adéquatement, bien, on vient régler ces problématiques-là, mais qui sont un peu moins fréquentes suite à cette problématique-là de cancer de la prostate. Et puis, est-ce qu'on a aussi des conséquences ou des incidences sur la fonction érectile chez les hommes? Bien oui, l'une des fonctions aussi du plancher pelvien, c'est l'érection du pénis. Donc, c'est sûr que si on a une atteinte au niveau de la fonction du plancher pelvien, bien, on peut avoir certaines dysfonctions érectiles. Souvent, quand on a des hommes un petit peu plus jeunes, la récupération est quand même de plus de 90 Par contre, quand que l'âge, donc en haut de 75 ans, les pourcentages de récupération à ce niveau-là sont un petit peu plus basses. Mais oui, on peut essayer d'aider cette problématique-là en rééducation périnéale. Puis on parle de rééducation. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué, contraignant à pratiquer? Bien, on s'adapte toujours selon le client aussi devant moi, puis je vais toujours respecter la limite de celui-ci. Fait que comment qu'une séance un peu se passe, le client vient en clinique et on a vraiment une grande partie de la thérapie que c'est vraiment un peu plus subjectif de savoir un peu tous les facteurs de risque, les habitudes aussi que la personne a là, qui peut des fois nuire un peu à la récupération. Donc, je fais beaucoup d'enseignements à ce niveau-là. Et il y a une partie un peu plus objective, que là, on va vraiment évaluer les capacités du plancher pelvien. Fait que, tu sais, notre plancher pelvien, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit endurant, il faut aussi qu'il soit rapide. Exemple, si on tousse ou on éternue, bien, il faut que ce muscle-là soit rapide pour contracter, pour éviter d'avoir ces fuites-là à l'effort. Puis, il faut qu'il soit capable de se relâcher. Donc, on évalue toutes ces capacités-là. Et l'évaluation peut varier selon l'ouverture du client aussi. On peut faire une évaluation, disons, tout habillée. Si la personne est plus ouverte, je peux faire une évaluation plus par l'observation externe. Puis, on peut faire une évaluation intra-anale également pour vraiment documenter un petit peu plus précisément la fonction de notre plancher pelvien. Puis quand on fait de la rééducation, est-ce que ça se passe uniquement en consultation en cabinet ou le patient peut avoir aussi des exercices, des choses à faire à la maison? Certainement, certainement. Moi, je dis souvent à mes clients que 70 de la job, c'est eux qui le font. Moi, je fais le reste pour coacher un petit peu plus. Fait que souvent, on fait une évaluation qui va vraiment cibler la problématique chez ce client-là. Puis, on va adapter les exercices en conséquence de qu'est-ce qu'on a évalué comme capacité musculaire. Puis, après ça, le client repart à la maison et va faire ses exercices, idéalement quotidiens, souvent 3 à 4 semaines. Ensuite, je les revois. On réévalue où est-ce qu'on est rendu pour pouvoir progresser ces exercices-là pour qu'on ait une bonne récupération là, adaptée et spécifique là, selon le cas. Alors, de ce que vous disiez tout à l'heure, pour des personnes jeunes, on peut récupérer jusqu'à 90% de chances. Ça, c'est au niveau vraiment de la fonction érectile. Oui. Et puis j'entends qu'on peut le faire sur 3-4 semaines, on a des rendez-vous, etc. Est-ce que cette rééducation prend du temps? C'est une bonne question, hein? Ça dépend. Ça dépend de la problématique. Souvent, pour avoir une bonne hypertrophie musculaire, un bon renforcement, on compte facilement 8 semaines d'entraînement musculaire. Mais encore là, ce chiffre-là est très variable selon le cas. Chez l'homme, quand même, on a des bonnes récupérations. Puis, au niveau, par exemple, de l'incontinence urinaire, souvent, on a une bonne récupération la première année, puis la condition plafonne relativement 2 ans post-intervention, après un retrait de la prostate, là. Mais dans la première année, c'est vraiment une bonne amélioration, normalement, là, qui vient
régler ou diminuer considérablement la problématique d'incontinence, là. Donc on entend qu'il faut à la fois consulter, il nous faut être un peu rigoureux quotidiennement, faire des exercices. Ouais. Est-ce qu'il y a des exercices particuliers ou faciles à faire à la maison qui peuvent être conseillés? Oui. Exemple, si on prend la problématique un petit peu plus de gouttes retardataires. Donc ça, souvent, on voit avec l'hypertrophie de la prostate avant, l'urètre vient un petit peu plus bombée. Donc des fois, il y a de l'urine qui reste pris. Idéalement, c'est de s'asseoir pour aller uriner. Quand on s'assoit, on a le plancher pelvien qui vient davantage se relâcher. Donc, l'urine passe plus facilement. Fait que ça, c'est la première chose. Également, quand on a fini d'uriner, on peut venir faire un massage urétral, qu'on appelle, là. Mais c'est tout simplement qu'on vient relever le scrotum un petit peu vers le haut et vers l'avant. Et on peut faire un ponçage au niveau du pénis pour vraiment aller vider les dernières petites gouttes qui peuvent rester prises dans notre urètre. Comme ça, on évite d'avoir ces gouttes-là retardataires que j'appelle. Donc, c'est quand on se relève puis que, on a des petites gouttes qui s'échappent dans notre boxeur. Fait qu'avec ce massage-là qu'on peut faire quelques fois, ça vient vraiment régler ce problème-là assez facilement. Pour ce qui est de l'incontinence urinaire ou renforcement du plancher pelvien, c'est beaucoup imagé, la rééducation périnéale. Donc, souvent, je donne l'image d'essayer d'aller raccourcir le pénis. Ça va vraiment aider pour recruter la partie du sphincter externe de l'urètre. Donc, on vient faire cette consigne-là ou empêcher une envie d'uriner. Des fois, chez certains, ça vient davantage réveiller la musculature. Et quand on fait notre exercice, on veut toujours garder une respiration constante. On ne veut pas bloquer la respiration. On veut que notre maison fonctionne tout ensemble, donc on doit respirer et on essaie de maintenir la contraction du plancher pelvien. Et là, le temps varie selon souvent qu'est-ce qu'on a évalué. Des fois, on veut viser normalement un 10 secondes, 10 répétitions. Mais chez certains, on n'a pas la capacité musculaire au début. Donc, on commence, selon l'évaluation, on va dire à 5 secondes de contraction et ensuite, on relâche autant ou même le double de temps pour aider à la récupération, à la relaxation aussi au niveau du plancher pelvien. Et on répète jusqu'à temps que notre fatigue musculaire est présente. On ne veut pas contracter nos abdominaux non plus quand on fait nos exercices. Fait que tout ce coachage-là, cet enseignement-là, bien ça, c'est mon travail en clinique que j'évalue un peu là, comment que la personne fait l'exercice. On le corrige au besoin, puis on y va de façon plus spécifique au niveau des paramètres pour que ça soit le plus efficace possible pour eux. Plus adapté à la personne. Exactement. Puis justement, tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y avait la possibilité de faire une espèce de diagnostic ou d'évaluation avant l'opération, puis ensuite de pouvoir faire un suivi. Oui, bien souvent, qu'est-ce que je conseille? C'est toute la partie enseignement, beaucoup, puis d'évaluer aussi avant une intervention les capacités du muscle actuellement. Puis déjà, quand la personne sait comment bien recruter le plancher pelvien, dès après l'intervention, bien là, elle peut déjà appliquer les conseils que j'ai mentionnés avant l'intervention. Puis on est déjà un petit peu plus disponible des fois avant pour tout l'enseignement que j'ai à faire là, relié à la problématique ou les impacts possibles. Puis, contrairement à ce que je pensais, vous me disiez que les hommes sont assez ouverts à venir consulter pour ce type de problématique. Oui. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que je vois souvent dans la clinique? C'est que quand il y a une problématique chez l'homme, dont l'incontinence urinaire, les hommes sont vraiment plus ouverts à aller consulter pour régler le problème. Puis on voit beaucoup une assiduité au niveau des exercices, vraiment, un peu plus chez l'homme. Il y a une motivation vraiment à aller régler le problème. Et si j'ai besoin de consulter, de venir vous voir, est-ce qu'il faut que je passe par un professionnel? Est-ce qu'on peut directement se rendre à les cliniques? Quelle est la meilleure avenue pour... Ouais. La rééducation périnéale, surtout en région, est davantage privée. Donc, dans les cliniques privées de physiothérapie, un peu plus dans les grands centres, il y a un peu plus de services au niveau des hôpitaux. Mais comme dans les régions ici, c'est vraiment plus au privé. On peut avoir un accès direct. On n'a pas de besoin de référence médicale. Parfois, je communique avec le médecin
pour arrimer un peu nos traitements ou voir si on peut débuter les traitements ou l'évaluation, entre autres intra-anale. Mais par la suite, la personne elle peut venir directement à la clinique s'il y a une problématique et c'est couvert aussi par les assurances si les assurances couvrent la physiothérapie générale. Donc, Sophie, si je comprends bien, il faut à la fois demander une évaluation avant, on peut faire une évaluation après l'opération. Il y a des références qui peuvent se faire par le médecin ou sans le médecin, mais on travaille en équipe pluridisciplinaire pour accompagner notre patient. C'est ça? Exactement. Sophie Beaulieu, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve sur de prochaines capsules. N'hésitez pas à la partager, à interagir avec nous sur les médias sociaux, à nous interpeller, ça nous fera toujours plaisir et de vous répondre, et puis peut-être de trouver d'autres thématiques qui vous intéressent. Merci beaucoup.